On va commencer par la session du matin sur justement la prévention primaire. Il nous a paru important, parlant d'enfants, évidemment, de parler de l'éducation nutritionnelle en milieu scolaire qui peut parfaitement être le relais d'une médiocre éducation nutritionnelle en milieu familial et qui doit aussi être encadrée. Et 3 intervenants successifs vont parler de ce sujet. Donc on va commencer par Madame Narboni, qui est médecin conseiller technique au rectorat de Montpellier, suivi de la PMI, qui est un champ d'action chez le plus jeune, et Madame Le Cêtre, et puis Madame de Mathéis, qui nous présentera en tant que médecin de santé publique un modèle sur le bassin d'Alès dans le cadre de l'association Reseda. Donc je passe la parole à Madame Narboni du rectorat de Montpellier. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Merci. Donc c'est globalement au nom de l'éducation nationale. La commande était l'éducation nutritionnelle en milieu scolaire. Donc la loi de 2013 a pour but la refondation de l'école de la République et l'objectif est relativement ambitieux puisqu'il implique la réussite de tous les élèves et la lutte contre les inégalités sociales et de santé. C'est un sujet qui est particulièrement sensible dans la région, parce que Madame Cavalier l'a souligné. Et souvent, alors je parle de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, puisque l'Académie de Montpellier couvre les 5 départements du Languedoc-Roussillon. Et nous nous trouvons au premier rang pour le chômage, 14%, alors qu'en France il est de 10%. En général, nous sommes en concurrence avec les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais. Pour le RSA également, nous sommes la 2e région, derrière le Nord-Pas-de-Calais. Et pour le taux de pauvreté, nous arrivons en 2e position. Et ça, c'est un souci très important, une préoccupation très importante pour l'éducation nationale. Alors, pour vous donner globalement une idée, par rapport au vivier de recrutement des élèves en surpoids ou en obésité, le premier et le second degré, nous scolarisons 486 000 élèves et nous avons 40 000 personnels pour s'occuper de ces élèves. Ça implique 2000 écoles, un petit peu plus, et 373 établissements du second degré. Alors, je vous parle des missions des médecins de l'éducation nationale pour que vous puissiez comprendre que certes, l'éducation nationale est la nutrition est une priorité, mais les missions sont autres. Alors, tous les personnels, quels qu'ils soient, médecins, infirmiers, assistants sociaux, équipe éducative, équipe pédagogique, ont un rôle dans la promotion de la santé et en faveur des élèves et s'inscrivent dans la politique générale de santé, donc mise en place par l'ARS et par le ministère de l'Éducation nationale. Un médecin de l'éducation nationale exerce sur un territoire géographique particulier, un secteur, et il est compétent, contrairement à d'autres personnels, par exemple les personnels infirmiers ou les personnels sociaux, de la grande section de maternelle jusqu'à la terminale, et éventuellement jusqu'au post-bac si les élèves sont inscrits dans un établissement scolaire, donc CPGE et certains VTS. Les missions réglementaires. Bien, les visites médicales obligatoires qui, normalement, tous les élèves de la 6e année, donc en grande section maternelle, doivent bénéficier d'un examen. L'objectif principal étant le repérage précoce des difficultés par rapport aux apprentissages. Bilan médical, donc obligatoirement, bilan sensoriel, auditif, le poids, la taille. Donc à partir de là, il y a un dépistage et un repérage. Autre mission réglementaire, la visite médicale préalable à l'affectation de l'élève mineur de plus de 15 ans aux travaux réglementés. Je cite, ça fait partie des missions qui sont inscrites donc, dans la loi. Ensuite, à tout moment de la scolarité, le médecin peut être sollicité pour des élèves à besoins particuliers. Les troubles de la santé évoluant sur une longue période, dont le surpoids et l'obésité peuvent faire partie.
le handicap, l'inclusion des élèves handicapés, et bien évidemment dans le cadre de la lutte contre le décrochage et de l'ouverture vers le monde du travail, le dépistage des troubles d'apprentissage qui est prépondérant et pour lequel on peut être appelé à tout moment. Il y a également une mission lors des situations préoccupantes, troubles du comportement et participation à la protection de l'enfance avec des constatations de coups, de maltraitance. Arrivent les actions de promotion de la santé. Donc dès la maternelle, les élèves ont des formations, des initiations, des sensibilisations à l'éducation par la santé. Alors sous diverses formes, c'est-à-dire ça peut être par rapport à des activités ludiques, puisque bon, en grande maternelle, en grande section de maternelle, ça ne va pas du tout se passer comme en 6e ou en fin de scolarité. Donc, les priorités qui ont été définies par le parcours de santé qui est inscrit dans des textes parus en janvier, le parcours éducatif de santé, sont l'alimentation, l'activité physique, l'éducation à la sexualité et à la vie affective, la prévention des conduites à risque et le respect de son corps et le respect des autres. Des actions spécifiques parmi lesquelles sont engagés également les médecins et la communauté scolaire sont la survenue de maladies transmissibles en milieu scolaire et la survenue d'événements graves, traumatiques, donc avec les cellules d'écoute et de crise dans la communauté scolaire. Tout ça pour vous expliquer le rôle du médecin de l'éducation nationale, son fort intérêt pour la prévention, mais l'étendue des missions. Alors, par rapport une fois qu'il y a eu le dépistage, la prise en charge, il y a au niveau de la scolarisation des possibilités, si vraiment le cas s'en fait sentir, d'avoir le PAI, c'est-à-dire le projet d'action individuelle qui peut prendre par exemple, si c'est nécessaire, prescription ou recommandation de repas spécifiques si c'est recommandé par le médecin traitant et si c'est demandé par la famille. Il faut absolument que la demande émane de la famille. Le PAI peut aussi prévoir des autorisations d'absence pour un suivi médical ou paramédical régulier. Ça peut aussi aider à de l'éducation physique et sportive adaptée pour arriver à convaincre certains enseignants d'éducation physique et sportive que le surpoids ou l'obésité n'amène pas forcément à une dispense totale pendant l'année d'éducation physique et sportive. Alors, l'éducation nationale participe aussi via les établissements sanitaires, donc les hôpitaux ou les SSR, puisque des enseignants sont affectés au CHU, à l'Institut Saint-Pierre par exemple, ou à d'autres endroits, pour assurer un suivi pédagogique lorsque l'enfant a pu être hospitalisé. Et il y a donc la continuité, le but étant d'assurer un lien et d'éviter une rupture dans la scolarité. Donc toute l'équipe éducative travaille en commun, y compris avec les parents, les professionnels de santé qui suivent l'enfant. Donc ça, c'est à développer et c'est vraiment localement par des réseaux, des liens ou des actions privilégiées qui peuvent se créer autour d'un enfant et un suivi partagé. Alors, donc nous participons au repérage précoce pour ensuite définir avec les praticiens, enfin les praticiens de premier recours définissent la prise en charge et le suivi adapté. Le but étant de conseiller et d'orienter les familles. Alors, les personnes qui nous aident dans ce travail, ce sont les enseignants, puisque ils voient l'élève, surtout en primaire, tous les jours, et dans le second degré, les personnels infirmiers, puisqu'il y a un passage régulier à l'infirmerie. Alors,
opération, tout programme de prévention doit obligatoirement chez nous partir de l'équipe éducative, donc que je vous ai cité, le chef d'établissement, les conseillers principaux d'éducation, les AED, c'est-à-dire les aides, enfin les contrats précaires, les surveillants. Sinon, on échoue dans cette. Si ça vient d'une façon descendante, en général, c'est une action ponctuelle qui ne se situe pas dans le projet de l'établissement. Il faut que ça puisse fédérer l'équipe éducative et surtout les parents. Et il faut que ça réponde à un besoin repéré. Dans certains établissements, ça sera la vie sexuelle et affective, du fait des grossesses précoces ou par exemple, ça peut être, c'est écrit dans notre circulaire de rentrée qui paraît, donc à chaque rentrée scolaire, cette année, il doit y avoir un point très important à parler de l'hygiène des toilettes scolaires, donc c'est dans les textes officiels. Alors on a aussi besoin, dans tous les cas on a besoin, mais des fois on a des liens plus privilégiés avec les collectivités locales et territoriales, étant donné qu'il y a le problème de la restauration collective et d'autres, comme vous pouvez le voir là, des exemples d'actions territoriales. Il y a eu mise en place par les services de l'éducation nationale, mais avec la DRAF et avec donc les mairies, un fruit pour la récré. Ensuite, il y a une action, il y a à peu près 3 ans, sur l'aménagement de la collation matinale à l'école, puisqu'on s'était aperçu qu'un enfant qui pouvait avoir un petit déjeuner, une collation matinale, un repas de midi, un goûter, un autre goûter pendant le temps après les cours, et un goûter en arrivant à la maison. Dans certains cas, ce qui est un vrai problème. Donc il y a des actions autour d'un petit déjeuner équilibré, ça c'est plus ancien. Il y a une action récente qui est mise en place par de nombreux partenaires et qui est initiée et portée par l'infirmière conseillère technique auprès du recteur, Goûter le monde autour de moi. Donc c'est plus une découverte des aliments. Et le grand défi Vivez, bougez. Donc il y a aussi des ateliers de découverte des goûts, des saveurs, du plaisir à la dégustation des aliments, à la convivialité du repas familial. C'est pas en nombre de calories, c'est plus le plaisir de la découverte des goûts et des saveurs. Donc je ne reviendrai pas sur le parcours de santé. C'est tout au long de la scolarité, normalement, cette éducation, et ça doit être intégré dans les enseignements disciplinaires. Alors par disciplinaire, il y en a qui m'avaient posé la question, ça veut dire qu'un enseignant, on pense toujours à l'enseignant de sciences et vie de la Terre ou d'éducation physique et sportive, un prof de lettres est tout à fait à même de présenter un texte sur la nourriture pour développer aussi une activité transversale avec ses collègues. Un professeur de maths peut parler des proportions dans une recette de cuisine. Enfin, tout est ouvert, mais il faut vraiment prendre ces habitudes-là. Parce qu'on cantonne souvent en géographie, par exemple, les productions agricoles locales, et en histoire aussi, et en art plastique. Il peut y avoir des représentations qui sont, par exemple, Archimboldo, où ça peut donner le départ à des discussions. Alors, le conseil dans les projets d'école, en disant que ça doit partir du terrain et des établissements scolaires. Donc là, je vous ai déjà cité le travail partenarial. La formation des équipes pédagogiques est très importante pour sensibiliser. Les freins, les difficultés à motiver certaines équipes, puisqu'il faut du temps et de l'investissement personnel. La représentation de la nourriture pour les parents, autant culturellement, au plan économique, vu les difficultés économiques de la région. Il faut aussi citer la crainte de la discrimination s'il y a une attention particulière, et on rejoint le harcèlement scolaire. Et le déni de la famille sur le surpoids et la nécessité de consulter.
Alors, brièvement pour terminer, des données chiffrées qui émanent des recueils faits en bilan de la 6e année par les infirmiers et les médecins en 2014-2015. Je tiens à spécifier que ce ne sont pas du tout des statistiques. Ce n'est pas échantillonné. Dans une classe d'âge, que ce soit le CP, le CE1, dans une classe d'âge scolarisée, on a 32 000 élèves. Donc l'an dernier, on a eu un bon score, 87% d'une classe d'âge a été vue. Il y a 300 ETP médecins, 300 ETP infirmiers, 50 ETP médecins et 92% de l'éducation prioritaire, donc les ex-éclairs et qui sont maintenant classés en éducation prioritaire. Le bilan de 6 ans, la priorité n'est pas, le surpoids et l'obésité n'est pas la problématique numéro 1. Donc vision, audition, vaccination, soins bucco-dentaires, le grand classique, c'est là où il y a le plus de problèmes. Et bon, autres évidemment, puisqu'on reste quand même avant tout des médecins ostéo-articulaires, cardiaques, respiratoires, qu'on ne sait pas connus. Donc le surpoids et l'obésité, sur les nouveaux cas, parce qu'on a déjà des élèves qui sont dépistés. Donc les nouveaux cas, lors de ce bilan de 6 ans, on trouve 11,6%. En éducation prioritaire, 14,4%. Hors éducation prioritaire, 11,2%. Donc, même s'il y a une stabilisation, on voit que l'augmentation, le côté positif ne porte pas sur les personnes, sur les enfants scolarisés en éducation prioritaire. Donc, faire connaître les compétences des personnels, les former, travailler en réseau, identifier la filière de soins pour pouvoir conseiller au mieux les familles, les enfants, les adolescents. Et là, le CSO a une place pour nous aider, pour former les personnels, tout type de personnel. Si vous voulez contacter quelqu'un au niveau de l'éducation nationale, vous tapez DSDEN et le numéro du département. Par exemple, j'ai mis DSDEN 48, vous tapez DSDEN 52, vous avez la Meuse et vous avez l'organigramme avec le service de santé et tous les services responsables. Et puis je vous ai ajouté quelques bibliographies réglementaires pour être dans l'éducation nationale. Merci beaucoup Madame Narboni. Donc pour être clair, actuellement nous n'avons pas encore développé d'actions spécifiques par l'intermédiaire du CSO avec toutes les personnes, hormis Reseda évidemment qui est dans notre dispositif sur le milieu scolaire. C'est dans les projets 2017 de structurer effectivement. Donc j'ai retenu en fonction des demandes, puisqu'il y a nécessité d'avoir un besoin, ce qui paraît assez légitime, pour motiver les équipes, ce qui paraît aussi légitime, puisque leur champ d'activité des médecins de l'éducation nationale est très large. C'est vrai que parfois, au niveau des établissements, il faut faire des choix structurels importants. Voilà, donc je vous propose de poursuivre par la deuxième intervention, et puis on fera une intervention de la salle collective à la fin. Je vous demanderai s'il vous plaît de respecter le temps. Donc Madame Le Cêtre, adjointe à la directrice de la PMI de la santé au conseil départemental de l'Hérault. Je voulais remercier les organisateurs de m'avoir proposé cette communication sur l'éducation nutritionnelle en milieu scolaire et le rôle de la PMI dans cette éducation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouvais intéressant de rappeler ce qu'était la PMI et en particulier de faire un focus sur l'organisation de cette PMI dans l'Hérault. Donc le service de PMI doivent organiser des activités autour de la planification de l'éducation familiale, des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes, des consultations et des actions médico-sociales pour les enfants de moins de 6 ans. Et c'est là que s'inscrit le travail en école maternelle. Vous verrez qu'il y a un gros travail de dépistage et d'accompagnement sur les petites et moyennes sections, des actions de prévention et de dépistage des handicaps, le recueil d'informations en épidémiologie, et puis bien sûr des actions de prévention des mauvais traitements et des prises en charge des mineurs en danger, puisque c'est une des missions du département. Au niveau de l'Hérault, en fait,
La PMI est organisée au sein de 19 agences médico-sociales. Alors on a une grosse concentration sur le littoral et sur les grandes villes. Et puis vous voyez que sur le littoral, on a des secteurs très grands et avec une pauvreté au niveau médical de façon globale. L'offre de soins est très pauvre et c'est vrai que pour les équipes, c'est très compliqué du coup de trouver des relais pour les prises en charge des enfants. Les professionnels de PMI, donc comme je viens de le dire, sont organisés sur des territoires et c'est important parce qu'on cherche à être au plus près des besoins de la population et d'être dans un accompagnement de terrain. Donc nous avons 21 sages-femmes, 71 puéricultrices, 21 infirmières, 41 médecins et 19 médecins qui accompagnent, qui coordonnent plus sur des missions de santé publique et de management les équipes. Et puis, il y a une animation de la mission qui se fait en centrale avec 3 médecins, dont la directrice de la PMI pour l'Hérault, qui est Anna Lauzin, 4 puéricultrices et 30 agents administratifs. La mission prioritaire, bien sûr, de la PMI, c'est la prévention précoce auprès des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Alors, si on fait un focus sur l'éducation nutritionnelle en PMI, ça commence très tôt, ça commence dès la grossesse, puisque les sages-femmes sont des professionnels qui vont à domicile et qui peuvent voir comment vivent ces futures mamans et accompagner la nutrition directement au domicile. Ensuite, il y a le soutien à l'allaitement, qui est une mission importante des sages-femmes et des puéricultrices du département. Les puéricultrices vont à domicile et là aussi elles peuvent accompagner sur la diversification alimentaire, mais les problèmes spécifiques qui peuvent se poser pour les enfants autour de certaines difficultés nutritionnelles. Elles observent les cours de poids et elles accompagnent les familles dans les prises en charge. Après, bien sûr, il y a des permanences et des consultations avec les médecins de PMI qui peuvent accompagner davantage les choses. Ensuite, les établissements du jeune enfant sont aussi suivis par les médecins de PMI et il y a un gros travail autour de la nutrition qui est fait avec les équipes. De la même façon, pour les assistantes familiales et les assistantes maternelles surtout, des puéricultrices formatrices et des puéricultrices de terrain vont accompagner la façon dont les enfants sont pris en charge et la nutrition fait partie des choses importantes qui sont traitées. Le suivi en école maternelle, nous allons en parler. Et nous avons un rôle dans le suivi épidémiologique des mères et des enfants de moins de 6 ans. Je vous montrerai quelques données sur ce point-là. Et puis, au niveau de la PMI, nous mettons des actions collectives sur des secteurs en fonction des besoins repérés. Et il y a des actions qui sont mises en place avec des ateliers, par exemple sur le goût, qui ont pu être mis en place sur certains secteurs. Les équipes de PMI ne sont pas seules. Il y a des professionnels du social. Et ces professionnels du social dans les agences vont pouvoir travailler avec les familles sur des aides alimentaires, des aides financières directes, sur un travail budgétaire. Et puis on peut mettre en place aussi au niveau contractuel avec la famille une aide éducative avec une travailleuse familiale qui vient et qui aide à faire les courses et à choisir ce qui est bien pour l'enfant et pour la famille. Donc si on rentre plus spécifiquement dans l'école, puisque c'était le sujet du jour, le Code de la santé publique définit la mission du service PMI qui doit organiser des consultations et des actions médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans, ainsi que l'établissement de bilan de santé pour les enfants âgés de 3-4 ans, notamment en école maternelle. Sur notre département, on a fait le choix de voir les enfants un peu plus grands, parce que ça permet aux enseignants d'avoir un peu plus de recul et surtout d'en voir plus, parce que les enfants mettent un peu plus de temps à se déshabiller quand ils sont petits. Donc on va plus vite et on en voit plus. Voilà, par exemple, en 2015, 91% des enfants ont pu être vus en dépistage systématique avec une évaluation du poids et de la taille, de la vision, de l'audition, une évaluation bucco-dentaire, un contrôle du statut vaccinal et parfois du langage. Ensuite, systématiquement, on intervient avec l'enseignant au cours d'entretien pour discuter les problématiques de chaque enfant. Chaque enfant est évalué
Et les enfants qui posent le plus de problèmes sont repérés et dans certains cas, le médecin de PMI va décider de faire un bilan plus approfondi en présence des parents et va proposer à la famille de les recevoir avec l'enfant. Et là, du coup, il y a tout un travail d'accompagnement. Et sur le toit en particulier, ce travail d'accompagnement va être potentiellement une orientation, soit vers le médecin traitant, soit vers l'Institut Saint-Pierre, soit vers le CHU, en fonction de plusieurs critères. Ensuite, au niveau de l'école, le médecin participe à des équipes éducatives sur des problématiques repérées, intervient sur les PAI et sur les prises en charge par rapport à la nutrition, dans le cadre de ces PAI. Et puis, le médecin de PMI intervient aussi au niveau de la réforme des rythmes scolaires sur les TAPS. Donc en fait, ça permet une coordination entre les différents lieux de vie de l'enfant, et on a pu repérer à l'arrivée de ces nouveaux rythmes scolaires des enfants qui prenaient des collations au niveau de l'école et puis ils en reprenaient au niveau des TAPS. Donc là aussi, le médecin de PMI a pu intervenir pour essayer de réguler tout ça. Après, il y a bien sûr une activité sur l'intégration des enfants porteurs de handicap et le travail partenarial qui a été beaucoup souligné dans l'intervention précédente, je pense, est la clé du succès, puisque seul on ne peut rien parvenir à faire, et c'est en travaillant avec les ressources locales, comme par exemple à Bessiers, Croque Santé, qui va dans le milieu familial et intervient pour organiser des activités sportives et faire de la formation sur la nutrition, qu'on va gagner en fait sur la prévention de l'obésité. Alors, les médecins de PMI interviennent sur aussi du collectif. Alors, au niveau auprès des enseignants, il y a eu une intervention à la fois spécifique, individuelle, mais aussi collective sur des formations pour supprimer cette collation du matin qui maintenant commence à avoir pratiquement disparu partout, mais qui continue encore sur certains secteurs ponctuellement à nous poser problème. Et puis, il y a des informations collectives à destination des parents qui sont mises en place aussi sur des problématiques de secteur, selon le lien aussi qu'il y a entre le directeur d'école et le médecin de PMI, où on va pouvoir évoquer la façon dont la nutrition de l'enfant doit être idéale, en fait, doit être mise en place, et pouvoir vraiment échanger avec les parents sur un changement sur le mode nutritionnel. Et puis, il y a des informations collectives qui sont mises en place par certains médecins de PMI auprès des enfants directement, avec des échanges en travaillant sur le goût et sur beaucoup de choses qui vont sensibiliser. Et c'est vraiment un travail de longue haleine. Là, je vous ai mis, par exemple, un travail qui avait été fait par un médecin de PMI. Elle a fait beaucoup de cartons comme ça qui permettaient de faire un affichage dans la classe et vraiment de discuter très en profondeur des problématiques de l'obésité et de la prévention de cette obésité. Alors, la PMI, c'est aussi un recueil épidémiologique et des enquêtes. Donc, en fait, déjà, nous avons un logiciel qui nous permet de saisir en école maternelle toutes les données recueillies auprès des enfants. Et donc, nous pouvons avoir une évaluation annuelle des IMC par secteur. Donc, si on regarde, par exemple, pour 2015, l'année scolaire 2014-2015, 91% des enfants dépistés, il y avait 7,97% des filles qui avaient un IMC à 17,9 et 7,27% des garçons qui avaient un IMC supérieur à 18, sur un âge de 4-5 ans. Ces pourcentages, on peut les avoir sur des secteurs très petits, ce qui nous permet vraiment d'avoir une action ciblée. Après, le département de l'Hérault, avec l'appui financier de l'ARS et l'aide méthodologique de l'ORS, a mis en place depuis plusieurs années des enquêtes épidémiologiques, donc depuis 88. Alors au départ, c'était sur échantillonnage, puis depuis 2002, des enquêtes beaucoup plus exhaustives où on évalue le poids et la taille de l'enfant comme on le fait systématiquement en école maternelle, mais les données sont retraitées en comparaison d'un âge à 2 ans. Et on soumet systématiquement un questionnaire sur les prises alimentaires par l'enseignant autour de comment les collations sont distribuées au niveau de la classe, s'il y a un petit déjeuner qui est donné, s'il y a une collation le matin ou l'après-midi, s'il y a des apports d'eau et comment l'enfant, à la sortie de l'école, reçoit ou pas une collation.
Ensuite, il y a un questionnaire sur un échantillon de parents qui a été donné pour évaluer comment les parents étaient conscients d'activité physique de leurs enfants. Et c'est vrai que la réponse a été un peu surprenante puisque cette conscience était limitée. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais si l'enquête vous intéresse, je suis à votre disposition pour vous la faire parvenir. En tout cas, les résultats ont confirmé effectivement cette stabilisation qui était évoquée tout à l'heure au niveau de l'obésité dans l'Hérault. Simplement, en 24 ans, il y a quand même une progression d'enfants obèses, puisque 2,5 fois plus d'enfants obèses et 1,3 j'ai du mal à dire les chiffres, 1,3 fois plus de surpoids, donc en 24 ans. Voilà, donc juste cette cartographie pour vous montrer comment cette enquête peut nous permettre de cibler des secteurs sur lesquels on va avoir un travail de fond à faire, puisque avec ce travail d'enquête qui est fait tous les 5 ans, alors cette année on arrivait à l'échéance des 5 ans, on devrait la faire l'année prochaine, mais du fait de la réorganisation du département, on va la repousser d'1 an. Mais vous voyez qu'on peut vraiment travailler sur des cibles particulières. Alors les secteurs en blanc sont des secteurs sur lesquels les données n'étaient pas exploitables. Il y avait trop de données manquantes. Par contre, sur les autres secteurs où vous avez des couleurs vertes, plus c'est foncé, plus il y a d'enfants obèses et de surpoids. Et là, vraiment, on va pouvoir mener un travail, on a pu mener et on va continuer à mener un travail de fond. Donc, vous voyez que c'est surtout les villes comme Montpellier, Béziers, 7. Et puis, on voit aussi sur le Lunélois et sur, globalement, le Biterrois élargi, des zones où un travail important est à faire. Voilà, donc cette enquête a permis de donner des préconisations qu'on essaie de mettre en place. Dans ces préconisations, l'activité physique est quelque chose d'important et la lutte contre les écrans qui est un sujet d'actualité aujourd'hui puisqu'on a tout un travail à faire sur l'intégration de ces écrans qui sont une nouvelle donnée et qui jouent beaucoup dans la question de l'obésité. Et puis, pour conclure, je voulais, puisqu'on m'a posé la question à savoir comment on travaille avec le CSO, dire que pour l'instant, il n'y avait pas de travail qui avait été mis en place, mais que forcément, il y avait beaucoup de choses possibles et je crois qu'on sera vraiment très à l'écoute et intéressé par un travail mené ensemble parce que la qualité de ce qui va être fait dans la prévention de l'obésité, c'est un maillage fin par territoire et par secteur. C'est-à-dire que si on calque un programme et qu'on essaie de le reporter sur chaque secteur de l'Hérault, ça ne va pas être efficace. Mais par contre, si on va travailler sur les dynamiques locales, avec les acteurs locaux et en fonction des besoins repérés, là on va avoir une efficacité. Et par exemple, une piste de travail intéressante, c'est les classes passerelles qui sont sur des secteurs un peu plus défavorisés, donc les secteurs un peu repérés. Et sur ces classes-là, les enfants ne sont scolarisés qu'à mi-temps, donc il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Donc en tout cas, je crois que cette journée est là pour dire qu'on est vraiment tous très concernés par cette problématique et que c'est important de pouvoir travailler ensemble. Et je crois qu'il y a une vraie dynamique et donc merci de cette proposition de participer. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on a noté aussi l'importance du ciblage, mais on a noté aussi que sur le département, il y avait des villes spécifiquement impactées, mais ça correspond aussi tout à fait avec la notion de précarisation, ce qu'a rappelé tout à l'heure Madame Cavalier. Je pense que ce sont des populations spécifiquement en danger et fragiles. Donc cette notion de fragilité à prendre en compte aussi dans nos démarches et nos travaux futurs. Donc maintenant, je laisse la parole à Madame de Mathéis qui va nous parler de son expérience au niveau du réseau RESEDA sur le bassin alésien qui était, et ça s'améliore, spécifiquement impacté par l'obésité infantile. Je vous demanderai de respecter le temps, sinon on n'aura pas de possibilité de pause. Voilà. Et on fera la place à quelques questions simplement ensuite. Bonjour, donc moi je vais un petit peu illustrer le partenariat que nous avons avec la PMI et la santé scolaire sur le pays Cévennes et où nous menons des activités d'éducation nutritionnelle en milieu scolaire. Je vais d'abord un peu expliquer le contexte parce que c'est important, comment nous sommes organisés autour d'un projet local de santé avec un contrat local de santé. Comment on a construit le volet prévention et le volet prise en charge de l'obésité sur notre territoire
avec tous nos partenaires et je passerai ensuite par 2 exemples concrets pour illustrer tout ça. Donc très rapidement, le Pays Cévennes, c'est le bassin sanitaire de l'hôpital d'Alès, c'est 120 communes jusqu'au sud de la Lozère avec une ville-centre avec une volonté de tous ces territoires de dépasser les découpages administratifs, ce qui est très important parce que moi je suis de l'agglo, mais je travaille sur le Pays Cévennes par exemple, et c'est un territoire qui a une politique de santé qui a été construit depuis 1993 avec la construction d'une équipe de santé publique mutualisée avec des personnels de l'agglomération, d'une association qui s'appelle Reseda qui porte le tout, mais aussi des personnels maintenant du conseil départemental, et cette équipe est au service des acteurs de santé et a un rôle qui est très bien défini. On a un rôle d'animation locale en santé qui est fondé sur le travail en réseau, donc sur le partenariat, et on a une méthode de travail qui est toujours la même depuis le début, et j'y reviendrai tout à l'heure avec l'illustration de la construction de ce travail autour de l'obésité et de l'éducation nutritionnelle. Et cette équipe, elle est là pour mettre en œuvre la politique locale de santé de l'agglomération et du Pays Cévennes. Voilà l'organisation que nous avions en 2010, donc organisée autour de réseaux thématiques ou populationnels, en particulier sur l'obésité infantile, un réseau obésité infantile où on a commencé à travailler depuis 2006 et la prévention depuis 2005. Le contrat local de santé, nous l'avons signé en 2011 avec l'ARS d'abord, puis en 2013 une version 2 avec le conseil départemental qui s'est appuyée sur la politique qui existait déjà, et l'animation a été confiée officiellement à l'association Reseda. Et ça a apporté une légitimité extrêmement importante à ce travail-là, une reconnaissance de tout ce qui avait été fait par les acteurs qui s'étaient mobilisés ensemble. Le contrat local de santé, c'est un cadre très structurant, puisque les signataires ont des objectifs partagés, très classiques comme réduire les inégalités sociales de santé, améliorer le système de santé, mais articuler leur politique publique de santé ensemble. Mais pour notre territoire, il y avait un objectif aussi particulier, c'était maintenir et développer ce qui existait déjà. Il y a des valeurs transversales, une approche globale de la santé, travailler ensemble en pluridisciplinarité, articuler le soin et la prévention, articuler l'individuel et le collectif, et bien sûr prendre en compte les parcours de soins de chaque personne, et avec la participation des usagers bien évidemment. Et tout ça pour un programme local de santé. Alors, un contrat local de santé, c'est structurant, c'est dynamisant avec la reconnaissance. Juste pour passer vite, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui a été mis en place, qui est sorti de terre, on va dire, entre le moment où on a signé en 2011 et 2013, version 2. Et puis quand on a signé le contrat local de version 2, on a un petit peu inversé les choses. On était organisé autour de réseaux thématiques et on est passé à des axes d'intervention du contrat local de santé. Donc il y avait un axe obésité infantile et les réseaux et les projets qui existaient sur le territoire sont devenus les dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention. Et pour l'obésité infantile, puisque c'est notre sujet, il y avait le réseau obésité infantile qui existait, un réseau de prise en charge, et ce que nous avons appelé, nous, un projet partenarial de prévention de l'obésité. C'est long, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, on travaille à plusieurs. Mais nous avons aussi un réseau santé jeune qui travaille bien sûr sur les questions de santé des jeunes et donc l'obésité. On a un réseau santé vie sociale qui est autour des populations en difficulté précarisées aussi, bien sûr. Périnatalité, qui travaille sur l'allaitement, la diversification alimentaire. Et puis l'atelier santé ville qui est spécifiquement sur les territoires de la politique de la ville. Alors comment on a construit les volets de prévention et comment on a construit ce réseau de prise en charge ? En fait, fin 2004, il y a eu la volonté de plusieurs acteurs de la santé, du social, du monde du sport, de l'environnement, de travailler sur la question de l'obésité infantile. Ça les interpellait, ils remarquaient un certain nombre de choses. Et donc on s'est rassemblés, on a pensé l'idéal et on a dit il faut agir sur la prévention, sur le dépistage précoce et prendre en charge les situations qui posent problème. Mais on avait un petit problème, c'est que du côté des professionnels de santé, il y avait la santé scolaire, il y avait les services de PMI qui étaient très présents, des diététiciens libéraux, mais quelques médecins généralistes, pas beaucoup, et les pédiatres hospitaliers et libéraux n'étaient pas là. Alors on s'est dit, on va travailler ce sur quoi on peut, la prévention, et on a développé notre travail comme ça. Et puis fin 2005, parce que quand même il y avait des choses qui se passaient, qui a dû leur donner envie, puis eux, ils avaient de plus en plus une prise de conscience de leurs difficultés. Ils ont voulu travailler sur ces questions-là.
Et donc, il y avait déjà une base solide sur la prévention. Et très, très rapidement, on a construit la façon dont on voulait prendre en charge l'obésité infantile sur le territoire. En 2006, on avait un projet, on a été tenace, on a été financé en 2009. Et cette progression-là, ça illustre vraiment notre méthode de travail. L'animation locale de santé, on a des principes de base auxquels on ne déroge jamais. Et ça a été dit tout à l'heure, on ne prend pas la place des professionnels, on ne prend pas la place des acteurs, mais lorsqu'ils ont envie, on va créer du lien, on va créer des espaces de concertation. Et ce n'est pas nous qui disons, il y a un problème de santé publique, on les voit, les problèmes de santé publique. Mais s'il n'y a pas les acteurs pour avoir envie d'y travailler, on n'y va pas. Donc on ne fait jamais rien qui ne soit pas une demande de terrain. Et ça veut dire aussi, à contrario, qu'il y a certaines actions qui ne peuvent pas être déclinées partout. Voilà, et là c'est le schéma qu'on a. Notre rôle à nous d'animation locale en santé, on est là avec notre petite loupe et on va repérer les énergies, les projets qui naissent, etc. Et on va, s'ils le souhaitent et s'ils le demandent, aller leur apporter de l'aide. Moi je dis tout le temps qu'on jardine, on entretient les graines qu'on a semées, on apporte de l'ingénierie en santé publique, on apporte de la logistique, on apporte de la méthode et on met en lien. Tout ça pour apporter de la qualité, de la pérennité. Et puis ensuite, on va aller mettre ces projets qui émergent comme ça en lien avec les politiques descendantes pour qu'ils se retrouvent dans quelque chose de cohérent sur un territoire et qui soit également en lien avec les décideurs. Le travail avec la PMI et la santé scolaire, ils ont été présents dès le départ sur les groupes de travail. Ils ont co-construit le volet prévention, ils ont construit avec les autres partenaires le réseau de prise en charge en signant la convention constitutive. Et puis, c'est important, ça a été écrit, leur rôle. Qu'est-ce qu'ils font dans toute cette organisation? Pour les services de santé scolaire, dans notre territoire, ils assurent le dépistage précoce systématique des enfants de 5-6 ans. Ils participent au dépistage pour les adolescents dans les collèges et les lycées. Ils orientent l'enfant dépisté vers son médecin traitant ou son pédiatre pour qu'il soit inclus ou dans le réseau si besoin. Et ils ont un rôle dans la prévention en organisant ou en participant à des actions de prévention. Et pour les services PMI, c'est identique, dépistage précoce des enfants, orientation, organisation ou participation aux actions de prévention, mais aussi tout ce qui est éducation nutritionnelle des futures mères et également autour de la diversification alimentaire et toute la promotion de l'allaitement maternel. Alors, 2 exemples. Un projet qui s'est étalé sur tout un quartier à partir de la demande d'une école, une école maternelle, sur un quartier de la politique de la ville, donc un territoire précarisé, qui souhaitait travailler sur l'alimentation parce qu'ils constataient un certain nombre de choses sur le contenu des goûters, la suppression de la collation, vous connaissez tout ça. Donc la coordinatrice de la Santé Ville, qui est portée par notre équipe, a accompagné cette école pour repérer un peu plus clairement leurs besoins, qu'est-ce qu'ils étaient en capacité de faire, de porter, donc leurs ressources internes, les ressources externes en les mettant en lien avec les partenaires, dont bien sûr les services de PMI qui étaient déjà présents sur cette école. On les a mis en lien avec l'association de quartier, avec qui nous travaillons déjà sur les questions d'alimentation. Ils avaient mis en place un atelier cuisine pour des mamans, etc. On les a mis en lien avec d'autres acteurs, activité physique, environnement, et on a construit avec eux, ceux qui ont construit, nous on était là pour faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire en fait, et pour construire leur projet et l'intégrer dans le projet d'école. Il y a bien cette notion de travailler dans le temps. Et ils ont mis en place des activités, somme toute, très simples, classiques, de rencontres avec les parents, de travail en classe sur les différents thèmes, de goûter partagé, un petit jardin dans la cour, etc. Un autre exemple dans un collège, c'est l'infirmière scolaire et la conseillère principale d'éducation qui avaient un constat des difficultés autour du petit déjeuner, des gamins qui arrivaient sans avoir mangé, etc. Les légumes qui étaient laissés de côté à la cantine. Là, ils nous ont sollicités, on les a incités à mobiliser en interne les professeurs pour qu'ils travaillent sur les thématiques dans leur enseignement, mais les orienter sur ces questions d'alimentation, de façon à en faire un sujet au sein de l'établissement, que ce ne soit pas un jour donné, on fait une action puis on n'en parle plus, il faut que ça dure sur l'année.
Et il y a eu tout un travail de réflexion en classe, de discussion avec des diététiciens, la construction d'outils par les élèves, voilà, une exposition. L'important, c'est que les élèves soient acteurs. Et ensuite, dans un second temps, il y a eu un élargissement encore tenu à l'école maternelle en faisant un goûter partagé pour que les élèves qui ont acquis des connaissances soient un peu les grands frères qui vont accompagner les plus petits. Alors au final, sur notre territoire, j'ai donné 2 exemples, on a une multitude de projets qui sont très différents puisque finalement les acteurs en présence sont différents, ils n'ont pas tout à fait la même énergie, il n'y a pas tout à fait les mêmes problématiques et on intervient, on aide des projets dans les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées. Voilà, notre méthode, c'est on amène de la méthodologie de projet en santé, on coordonne, on met en lien avec les politiques publiques, avec les autres partenaires. On a aussi un financement de l'ARS pour les projets prévention et on va financer, et ça c'est important, les interventions des professionnels de santé libéraux dans les écoles, par exemple une diététicienne qui va accompagner une discussion, un atelier. Et puis dans certains cas, on va pouvoir aussi aider l'établissement scolaire ou la collectivité à trouver des financements spécifiques. Un exemple d'une école et une commune qui souhaitait former les personnes qui accompagnent les enfants à la cantine aux questions d'alimentation. On les a aidés à déposer un dossier auprès de la mission nutrition de l'ARS sur notre territoire. Voilà, alors les moyens que nous avons pour tout ça, ils sont gérés par l'association Reseda. Ce sont des financements essentiellement de l'ARS, de l'agglomération et du département, qui financent l'équipe mutualisée de santé publique. Ces moyens dont j'ai parlé pour payer des actes de prévention, parce qu'on voudrait que ça rentre dans, que ce soit reconnu comme un acte de soin et qu'on ne fasse pas appel au bénévolat ou que ce soit compliqué. On a aussi le financement d'une coordination pour le réseau obésité infantile avec une diététicienne coordinatrice et un secrétariat habitant qui sont positionnés au sein de l'équipe mutualisée de façon à être en lien avec tous les autres coordonnateurs de réseau pour essayer d'aller créer le maximum de liens avec le maximum de projets. Et bien sûr, les financements du réseau obésité infantile pour financer la prise en charge, acte dérogatoire pour les médecins, les diététiciens, les psychologues. Et on a enfin aussi les moyens de l'ensemble des acteurs impliqués parce qu'ils viennent sur des actions, ils amènent du temps de travail, des services de PMI, santé scolaire, etc. Ils peuvent avoir des moyens spécifiques pour financer leurs projets. Et puis de temps en temps, c'est quand même aussi, il faut le dire, système D pour trouver des fois des financements pour des ingrédients pour les ateliers. Voilà, je vous remercie. Merci Madame de Mattélis donc de nous avoir présenté votre fonctionnement qui, pour ne rien dévoiler, va peut-être être utilisé. La méthode utilisée sur l'alésien va peut-être être déclinée sur le Nîmois, puisque Madame de Mattélis a présenté récemment son travail et son organisation au niveau du CHU de Nîmes au professeur Tran, donc, qui est le professeur de pédiatrie du CHU de Nîmes, qui voudrait animer aussi un travail du même ordre sur le Nîmois avec les médecins et les ressources locales, y compris évidemment, vous l'avez bien compris, la santé scolaire et la PMI. Voilà, donc il y a la place pour deux questions et ensuite après, je pense que les intervenantes se plieront volontiers à vos questions à la pause si vous le souhaitez. Pas de questions sur... vous savez tout maintenant sur la structuration de la prévention de l'obésité, la prévention nutritionnelle. Patrick ? Oui, bonjour, merci là pour tous vos exposés. Une question qui me vient là en vous ayant écouté toutes, c'est l'intention et les moyens, vous les avez déclinés. Quelques mots sur les outils d'évaluation et les résultats, y compris sur les actions locales que vous avez menées par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme retour en dehors de peut-être la satisfaction, du travail bien fait, et probablement du retour des familles ou des personnes? Qu'est-ce que vous avez sur ces outils d'évaluation? Donc sur les actions de prévention, on fait une évaluation classique avec des questionnaires lorsqu'on a des actions particulières. Ce qu'on a comme retour, c'est de la part des établissements qui organisent ça, c'est
une progression, le changement des comportements des enfants à la cantine, souvent, parce qu'il y a pas mal d'actions autour de la cantine. Sur les écoles maternelles, on a des retours extrêmement importants des professionnels de PMI, notamment, qui participent aux actions de prévention et qui disent que, et surtout lorsqu'il y a eu des actions collectives avec les parents, qui disent qu'ils ont, dans leur pratique, d'abord, ça impacte leur pratique parce que de l'individuel, ils passent au collectif, et c'est pas si simple que ça, et ça change le positionnement, mais également que ça a un impact sur leur pratique individuelle dans les consultations, ou parce qu'ils ont rencontré des parents dans une condition différente, ils vont pouvoir aborder plus facilement les questions de l'obésité, ou les parents vont aborder plus facilement les questions de l'obésité. Donc ça, c'est des retours que l'on a et qui sont assez importants. Et de la part des familles parce qu'elles en entendent parler dans l'association et qu'ensuite à l'école, l'enfant revient avec des propos autour de l'alimentation, des remarques, des choses qui changent au sein des familles. Ça, c'est important. Et dans les quartiers, parce qu'on essaie de le multiplier autant qu'on peut. Après, la difficulté dans laquelle on est, c'est quand même, je disais tout à l'heure, même, par exemple, un projet d'école, 3 ans, celui de l'école maternelle dont je parlais, il a été renouvelé, mais après, les équipes ont envie de changer de sujet, ont envie de... Voilà, elles ont l'impression qu'elles radotent, je ne sais pas, alors que les enfants, même pas, c'est eux, ils ont toujours les mêmes problématiques. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à le faire durer plus longtemps dans le temps. Question, donc bravo pour vos présentations évidemment et bravo pour votre implication. Sur le côté évaluation, c'est ce qui nous gêne un peu, c'est-à-dire qu'on a vu pas mal de programmes de prévention depuis 20-30 ans sur l'obésité et on a beaucoup de mal à évaluer l'efficacité. Ce que vous dites, c'est vrai, hein, c'est-à-dire que nous on commence à lancer des programmes de prévention, on voit les gens qui sont contents, on voit les professionnels de santé, tout le monde est content et satisfait puisque c'est le meilleur traitement, on est tous d'accord. Par contre, on a énormément de mal à évaluer sur le long terme, ce que ça apporte. Est-ce que vraiment on est efficace sur un temps de 2, 3, 4 mois, 1 an? Et donc là, vous me parlez, votre travail il dure depuis plusieurs années, j'imagine. Vous n'avez pas de chiffres par rapport à... justement, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres, cette prise en charge? On n'a pas les moyens dans notre équipe d'aller chercher ces chiffres. Et les petits, vous ne les voyez pas à zéro et après vous ne les voyez pas plus tard? Ah mais moi je ne vois pas les patients, je ne vois pas les enfants. Moi j'organise le travail collectif de l'ensemble des partenaires sur le territoire. Et les partenaires, ils les voient. Il y a bien quelqu'un qui va voir ces gamins, qui va les peser, qui va regarder un petit peu ce qui se passe après, non? Il y a personne? Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Les gamins qui sont en état d'obésité, cette prévention, il n'y a personne qui prend un état des lieux à l'instant T et qui va regarder dans le temps ce que ça va donner. Alors, si vous parlez de l'obésité, bien évidemment, qu'au niveau du réseau, il y a... bien sûr, mais c'est ça dont on parle. moi, j'étais plutôt sur la sur prévention. Organisation. Oui. Organisation et j'entends bien, mais voilà. la prévention, c'est aussi regarder... Il y a des données chiffrées dans le parcours Reseda. Ah non, mais dans le parcours des sur enfants... le réseau, il y a des données sur le réseau obésité infantile, les enfants qui sont... là, moi, je vous ai présenté des actions d'éducation nutritionnelle dans les établissements scolaires, comme vous pouvez vous emmener. Bien sûr, non, mais c'est pas une agression, c'est juste une question. C'est-à-dire, vous faites des actions qui sont très cohérentes, c'est ce qu'il faut faire, mais ce qu'on aimerait maintenant, nous, c'est regarder sur du long terme ce que ça apporte vraiment. C'est-à-dire que c'est ce qu'on n'a pas, et depuis 30 ans, c'est des actions comme ça, on en entend parler. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'obésité maintenant. J'entends parler depuis 15 ans d'actions de prévention. On a très peu de marqueurs d'efficacité par rapport à ces actions-là. Non, mais on est d'accord. Et sur notre équipe, nous n'avons pas les moyens d'aller faire ces études. Donc, effectivement, s'il y a un partenaire qui est prêt à faire une étude, on serait ravis de pouvoir bénéficier. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose aussi. En même temps, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens d'aller faire ces chiffres. C'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Vous déployez beaucoup d'énergie et c'est tout à votre honneur. Hein, mais je trouve qu'on devrait essayer maintenant d'avoir des bases de données sur des gamins peut-être qui soient en surpoids très tôt et de les garder dans des bases de données et d'évaluer sur 5-10 ans ce que ça va donner. Mais par contre, juste nous, ce qu'on a, c'est que ce projet de prévention, il est articulé avec le réseau de prise en charge. Et donc, lorsque dans une action de prévention, notamment les médecins de santé scolaire, on est en lien permanent avec eux, ils repèrent un enfant, il est orienté
si la famille est d'accord, sur son médecin traitant. Pratiquement tous les médecins du territoire sont adhérents ou ils peuvent adhérer rapidement. Et là, ils orientent l'enfant dans le parcours de prise en charge. Et là, il y a un suivi avec un dossier, etc. Mais moi, je vais vous parler, on m'a sollicité pour parler de l'éducation nutritionnelle et on fait le lien. Et notamment toutes les personnes qui participent aux actions de prévention, les associations de quartier, etc., sont informées qu'il y a un réseau et savent que lorsqu'il y a une situation particulière, peuvent l'orienter et l'accompagner jusqu'à leur médecin traitant pour qu'il l'inclue dans le réseau. Mais c'est vrai que sinon, sur l'efficacité de nos actions de prévention, on n'a pas fait de cohorte parce que c'est peut-être un handicap, c'est que nous, notre équipe, elle accompagne les professionnels de l'éducation, les équipes éducatives ou les acteurs qui ont envie de le faire. Et on ne le fait pas de manière systématique. Parce que j'ai quelques exemples par le passé où on avait demandé à plusieurs écoles d'un quartier ou de plusieurs communes de mettre en place des actions. On n'y arrive pas, on galère. Et en fait, très vite, c'est beaucoup de travail quand une équipe éducative s'implique dans une action de prévention. Il faut qu'ils aient envie, en fait. Et nous, on est là juste pour soutenir les envies, pour pas que ça tombe. Et c'est vrai que le faire systématiquement, moi j'ai essayé au tout début, dans l'esprit que vous avez, et qu'on n'y arrive pas. Il y a juste un mot, il y a quelque chose qui serait intéressant, moi j'y pense depuis un moment, c'est de prendre les gamins au CP, puisqu'on sait que du CP, ils vont rester 5 ans pour la plupart dans la même école, et de regarder dans des écoles où on a fait des actions de prévention, si on a une évolution de leur poids par rapport à une autre école où on n'aurait pas fait, ce serait intéressant d'avoir cette idée-là. Alors, je peux répondre Très rapidement, puisque nous prenons du retard. rapidement. C'est que d'abord, on envoie vers le système de soins et on a très très rarement un retour des enfants qui ont été orientés. D'autre part, il y a un bilan systématique à 6 ans et à 12 ans et on n'a pas les moyens en personnel pour faire ce suivi qui serait fort intéressant. Donc toutes les bonnes volontés sont... On va vous les donner les moyens. Et après la question peut se poser d'intervenir avant. On a énormément d'étudiants en diététique qui peuvent vous aider là-dedans et là on se mettra en contact et on va le faire. Okay. Très volontiers. Bien, beaucoup de projets comme vous voyez. Donc là maintenant on va passer, merci beaucoup mesdames de votre participation. On va passer